降臨状態のボスブレイブフンジャンキャノティーラネゴトボコテーラタイノシェイカンチャ本よりロボスのハッチェブレイブキラロキング。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu, mon cher Fabien? Mais ça va très bien. Depuis Mothras, tout va bien. Tout va très Et bien. la Corée aussi, on est quand même passé par la Corée. Tout à fait, nous avons fait quand même un sacré détour, hein, Voilà. avec nos monstres et autres super-héros et explosions coréennes. Et donc là, on va quand même rester en Corée, mais cette fois avec une production beaucoup plus récente. Donc la série Power Rangers Dino Force Brave, qui malgré son titre n'est pas une saison de Power Rangers. C'est important, mais la série s'appelle Power Rangers quelque chose, on vous expliquera pourquoi. Donc dans le Toku Focus, on va vous présenter cette série. Dans la Tokucave, on va vous parler d'un peu de musique en rapport avec cette série. Et dans le Tikotoku, on va vous parler de la boîte de production qui a fait cette série, mais pas que. Et vous allez voir que ça va conclure un peu notre run sur la Corée. Donc, on lance tout de suite notre Toku Focus. Power Rangers Dino Force Brave, c'est une série qui a été produite en Corée. Et qui donc n'est non pas une saison ou une suite de série de la franchise Power Rangers, mais une suite spin-off d'une série de Super Sentai. Donc laquelle, mon cher Fabien? Puisqu'en fait, c'est la suite de Kyoryuger, la fameuse Zyuden Sentai Kyoryuger, Gapolicho, n'est-ce pas? Donc en fait, oui, tout à fait. Donc visiblement, qui avait très très bien marché au Japon, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'effervescence autour de cette série, autour notamment des films. Il y a eu aussi la fameuse saison Power Rangers, c'était aux États-Unis, Dino Charge. Oui, Dino Charge. Et donc là, la Toei s'est associée avec une société de production sud-coréenne, donc Daewon, pour produire une série donc, de Sentai, estampillé Power Rangers, mais pour le marché sud-coréen. Et qui se veut, par contre, une suite officielle de Kyoryuger. Alors juste pour une petite aparté, pourquoi ça s'appelle Power Rangers? Tout simplement parce que les séries Sentai, les séries japonaises, sont diffusées en Corée sous le label Power Rangers. Vous avez le logo avec l'éclair, écrit en coréen certes, mais c'est le logo Power Rangers. Notamment Gokaiger avait eu comme ça une diffusion sous le titre Power Rangers Captain Force. Tokyuger c'était Train Force. Mais voilà, chaque saison s'appelle Power Rangers quelque chose. Mais ils l'ont vendu au Japon par contre sous estampillé Kyoryuger, je crois. Kyoryuger Brave par contre. Kyoryuger voilà. Brave. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que la série s'appelle Power Rangers et c'est le nom officiel coréen. C'est pas une altération américaine ou autre. La série s'appelle vraiment Power Rangers Dino Force Brave parce que Kyoryuger s'était appelé Dino Force en Corée. Tout à fait. Donc série, comme on le disait, qui est une suite donc, de Kyoryuger, qui reprend là où Kyoryuger se termine, là où la série de base se termine. Puisque Torin... Ça commence par un digest d'ailleurs de la série. Oui, c'est ça. Donc on nous explique que les Kyoryuger ont réussi à battre les Déboss et la paix est revenue sur Terre, mais une nouvelle race de boss, donc les Néo-Déboss, arrive et décide de foutre le bordel et de conquérir la Terre. Et donc là, Torin revient sur Terre et va appeler donc, une nouvelle génération de Kyoryuger, donc cette fois en Corée. Tout à fait. À noter que les personnages de Lucky Hero et Candelilla, qui étaient des méchants dans la série d'avant et qui ont rallié les forces du bien à la fin de Kyoryuger, reviennent aussi avec Torin. Comme je le dis, ça reprend vraiment là où la série d'origine finissait. Donc, juste une mention sur le format qui est particulier, c'est que c'est une série en 12 épisodes de 12 minutes. Qui est peut-être un format assez inhabituel pour les séries classiques de Sentai, mais qui en fait permet de resserrer énormément l'action.
Donc la série est réalisée par monsieur Sakamoto. Koichi Sakamoto. C'est lui qui a supervisé cette série. Avec le biais de ses collaborateurs japonais, puisque, comme on le disait, la série est une coproduction coréenne et japonaise. Et j'aime bien cette série. Eh ben écoute, moi j'ai passé un très très bon moment aussi. Ouais. Ça se suit en fait comme un gros film de 2h30, 3h. C'est ça en fait, c'est que si vous coupez le générique, le petit rappel de l'épisode précédent et le générique de fin, vulgairement, chaque épisode en appelle un autre. Donc c'est vraiment c'est très feuilletonnant en fait. Et là, le côté très resserré du truc, en fait, permet de suivre vraiment le combat d'une équipe de Sentai contre une équipe de méchants, mais à une grande vitesse en fait. On n'a pas forcément le temps de développer les 5 personnages, les archétypes sont présentés sur les 2 premiers épisodes, mais on va dire que le grosso modo de l'intrigue découle, se déroule autour du raid, encore une fois. Mais surtout du gold. Et du gold, donc il y a un truc entre les deux qui fait que l'intrigue va se dérouler entre ces deux personnages, même si chacun des 5 personnages a quand même un truc à développer. Pareil, les néo-déboss sont des dérivés des boss, notamment en termes des costumes, c'est-à-dire que vous avez des costumes qui sont réutilisés. Par exemple, le costume de Dogold, le fameux lion, est ici réutilisé pour un autre personnage qui cette fois est bleu. Le robot de fer blanc également est repris pour un autre personnage. Enfin, on reprend un univers qu'on connaissait si on avait vu la série d'origine, mais pour autant, on est surpris parce qu'on découvre un univers qui est totalement différent. On a des variations visuelles. Les personnages sont plus ou moins là, on a quelques points d'ancrage comme ça, mais pour autant, c'est plus les mêmes. Pareil pour les mechas, on reprend vulgairement la forme du mecha, mais pour autant, c'est plus les mêmes. Par exemple, le T-Rex a cette fois une mitraillette sur le crâne. Il y a un motif blanc sur le plastron du robot. Pareil, les héros ont des costumes de Kyoger, mais par exemple, sur le torse et sur le casque, il y a des petites traces de blanc. Il y a des lignes blanches, Voilà, il y a des petites variations comme ça. Pareil, le symbole qu'ils ont sur le plastron, c'est le nouveau symbole des mechas. Le mecha d'ailleurs qui est très intéressant, qui je pense c'est un petit clin d'œil justement à la Corée, puisque si vous regardez bien dans le premier épisode, le mecha se compose de blanc, de rouge et de bleu, et d'un peu de noir, ce qui n'est pas sans rappeler la couleur du drapeau coréen. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Je ne pousserai pas l'année jusque-là, mais... Non, je ne serais pas étonné que ce soit un petit hommage. C'est bien vu, en tout cas. Ouais, mais non, franchement, la série est vraiment très intéressante et elle se suit d'une traite. Vous vous posez 2h30 sur votre canapé, vous enchaînez les 12 épisodes, vous n'avez pas le sentiment de vous dire « je regarde 50 fois la même chose », comme peuvent l'être des séries de la Toei par exemple, où souvent on a des fillers comme ça. Là, on est vraiment pris dans le truc. Le défaut peut-être que moi j'aurais à signaler, c'est peut-être des fois certaines séquences en CGI qui clairement sont pas très bonnes. Sont pas du niveau. Mais vraiment, la série se suit avec un certain entrain. Mention juste sur les acteurs qui sont tous des chanteurs de K-pop. Alors justement, ils sont tous relativement très très bons. Oui. Surtout l'acteur qui joue le vert. Il est vraiment très intéressant. Ils sont assez bons, ils sont assez attachants. On ressent quand même la sensibilité coréenne dans la série qui est quand même plus forte et qui prend le pas sur l'aspect nippon, parce que quand même, quand on écoute les méchants parler, ils essaient de parler comme des méchants japonais avec le côté alors que justement la prononciation japonaise et la prononciation coréenne, c'est pas du tout la même chose. Peut-être je connais quelqu'un qui parle coréen et qui au début avait du mal à identifier le tempo de la langue aussi. Faut quand même parler des séquences d'action de Monsieur Sakamoto qui déchire à chaque fois, puisque on reconnaît toujours son style, toujours très proche des personnages. On a toujours ces plans où on a un personnage et où la caméra recule et on découvre plein d'autres personnages. En fait, c'est limite la caméra qui passe au travers des acteurs qu'on retrouve aussi dans d'autres productions Sentai, mais c'est vraiment lui qui a vraiment rendu prolifique ce type de séquence et qui est vraiment sa marque de fabrique. Les plans débulés, encore et toujours, on reconnaît vraiment ces plans débulés, notamment les méchants qui arrivent justement en plan comme ça, en trois quarts. Non, vraiment, on reconnaît sa patte. Et puis je pense qu'il a réussi à faire sa série tout seul.
Oui. Il est le seul réalisateur sur la série et je pense que du coup il peut développer. Et puis surtout, je pense sur des productions qui ne sont pas des productions japonaises, donc où il avait peut-être Un peu plus de latitude. un peu plus de liberté sur ce type de production. Contre toute attente, moi je me suis éclaté. Ah oui, cette oui, série. oui, J'ai oui, trouvé oui, très oui. attachante. Elle est- surtout, elle est- très attachante. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque série adaptée de Kyoryuger, que ce soit la japonaise, l'américaine ou la coréenne, sont toutes très intéressantes. Tout à fait. On en reparlera quand on fera l'émission sur Dino Charge, mais elles ont toutes une sensibilité différente, mais elles ont toutes un intérêt à leur niveau, qui en font mais peut-être que c'est lié aussi au thème, je sais pas. Les dinosaures, ça si vend c'est toujours. le thème et le visuel qui font que, mais voilà, comme quoi un Kyoryuger, ça fonctionne et c'est intéressant. Donc juste 2 mots sur la version japonaise, parce que la série a été doublée aussi en japonais, et là on a énormément d'acteurs qui sont habitués à des rôles de tokusatsu, qui prêtent leur voix aux personnages. Donc là j'ai juste besoin de mes petites notes. Donc, par exemple, l'acteur qui joue le Kyoryuger Brave, le Power Rangers Dino Force Brave noir, celui qui le double, c'est Yamato Kinjo, donc, qui est connu des fans de Kyoryuger justement pour jouer le Ranger bleu. Par exemple, celui qui joue le Gold, qui double le Gold, c'est Shuma Yamamoto, qui est connu cette fois des fans de Garo, c'est lui qui joue Dan le Chevalier Blanc. Du côté des personnages annexes, donc Torin, Candeliria et Lucario sont redoublés par leurs acteurs d'origine. Et moi j'ai souligné aussi celui qui double Omulas, donc l'un des méchants des Neo des Boss. C'est Tetsu Inada, qui est connu des fans de Deka Ranger pour prêter sa voix au personnage de Doggy Kruger. Donc le chef des Deka Rangers. Mais voilà, une série qui a beaucoup marché en Corée et beaucoup au Japon. Ça a été vraiment une série qui a très très bien marché. Il y a eu une gamme de jouets aussi qui a été faite spécialement pour la série. Suivre la série. Et qui se finit sur une scène post-générique assez intéressante. Oui. Donc on va quand même juste en parler parce que pour le côté symbolique c'est très intéressant. C'est que certes c'est un acteur coréen, mais c'est la seule fois, si on exclut le caméo de Yoshi Sudarso dans Ninja, où on a un acteur de Power Rangers qui rencontre un acteur de Sentai. Puisque là, l'acteur du Ranger Rouge rencontre le Ranger Rouge des Zyuger. Ils font un caméo le temps d'une scène post-générique pour évidemment lancer la diffusion de Power Rangers Animal Force en Corée, donc Zyuger. Donc voilà, c'est gratuit mais c'est plaisant. C'est plaisant de les voir se rencontrer, serrer la main, voilà. C'est un joli fan service. Voilà. Donc en tout cas, la série, vous pouvez la trouver peut-être sur YouTube ou les sites habituels de fansub. Elle n'est pas trouvable en DVD en dehors du marché asiatique. Mais en tout cas, je le répète, si vous avez la possibilité, calez-vous 2h30 et regardez ça parce que c'est vraiment très intéressant. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la partie musicale et oui. de nos super-héros préhistoriques, n'est-ce pas ? Je vais vous parler de la BO de cette série, donc de Power Rangers Dino Force Brave. Tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé, c'est sorti au Japon. Ah ouais. C'est sorti au Japon et c'est une information très intéressante, vous allez savoir pourquoi. Donc autant la série reprend la quasi-totalité du score de Kyoryuger, il y a quand même eu des musiques qui ont été faites quand même pour la version coréenne. Et la première partie de l'album, en fait, se décompose de la sorte. C'est-à-dire que vous avez en premier lieu la version japonaise du générique de début et du générique de fin, et après, vous avez donc les versions karaoké. Et là où, par contre, c'est intéressant, c'est qu'outre la version japonaise, vous avez la version coréenne, ou plutôt, je devrais dire les versions coréennes, puisque chaque acteur masculin de la série a enregistré sa version. Du générique. Donc vous avez une version chantée par le Ranger rouge, par le noir, par le bleu, par le vert et par le doré. Et vous avez donc le karaoké de la version coréenne, du générique de début et de fin. Le générique de fin n'a qu'une version, je vous rassure, mais c'est intéressant de mentionner que chaque acteur a fait sa propre version. Il n'y a pas la fille sur la pochette. Mais non, parce que elle chante pas. Elle chante pas, voilà, elle chante pas. Quand même.
Et si c'était que ça, ça serait pas forcément très intéressant hein, d'avoir 5 fois ou 6 fois la même musique, mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les morceaux du score additionnel qui sont proposés sur le CD, donc ça comprend surtout des variations autour de la chanson qui ont été faites spécialement pour rajouter notamment dans les morceaux, dans les moments de bravoure ou comme ça, de moments un peu plus calmes. Et vous avez deux morceaux, deux extraits du thème du Ranger doré, dont un à la guitare très rock, qui est très intéressant. Mais je vous propose franchement d'écouter ce CD et de jouer le jeu. Je sais, c'est pas forcément facile de se dire on va écouter 5 fois ou 6 fois la même chanson, mais chaque version de la chanson a une tonalité, une interprétation différente. Une saveur différente. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc il y a 18 titres, hein, donc je récapitule la version japonaise du générique de début et du générique de fin, les karaokés des deux versions, donc générique de début, générique de fin, les 5 versions les 5 variations du générique coréen, générique de fin, instrumental début et fin du générique coréen, et 6 extraits du score de la version coréenne. Bah parfait. Donc c'est sorti chez Columbia, hein, donc au Japon c'est trouvable partout, eBay, Amazon, tout ça, ça se trouve facilement. Hein. Puis c'est toujours intéressant d'avoir ça dans sa collection. Tu le vends bien, hein? Ouais, je le vends bien. Hein. Donc voilà, c'était juste une petite incursion comme ça pour vous parler du merchandising sans forcément vous parler des jouets. On va vous parler maintenant de la fameuse boîte de production dans le Dikotoku. Bon alors Jordan, on va un petit peu plus creuser, on va dire, les co-créateurs de Dino Force Brave. Et ce qu'on va faire un dico sur la Daiwon Media, donc, qui est la boîte de production coréenne qui a coproduit Dino Force Brave. Et là je suis désolé, je vais t'aider à avoir besoin de mes notes, puisque c'est une partition que tu as écrite. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Faut savoir déjà que la fameuse boîte de production est créée en 1973 sous le nom à l'époque de Won Production, et c'est en 1974 qu'elle va réellement s'appeler Daiwon sous le nom tout d'abord de Daiwon Production. En 1977, il crée une succursale, une filiale qui s'appelle Daiwon Animation Company, qui va servir de sous-traitance à une certaine boîte japonaise qui s'appelle Toei Animation. Et c'est eux notamment qui vont collaborer dans le processus d'animation à près de 80 titres de la Toei, notamment Galaxy Express 999 et Candy. Là, tu te rends compte qu'en disant ça, il y a tout un mythe qui s'écroule. Là, tu prends mais Daiwon a toujours été plus ou moins une certaine entreprise de sous-traitance pour la Toei. Hein. Et en 82, il se lance vraiment dans la production locale en produisant tout d'abord des films pour le cinéma, des films animés, notamment Video Ranger 007, qui était une production un peu à la Gundam, j'ai envie de dire, un peu à la robot comme ça. Et au milieu des années 80, donc en 85-86, ils vont faire de la sous-traitance, cette fois non plus pour une boîte japonaise, mais pour des boîtes américaines. Notamment, ils vont travailler avec la célèbre institution Hanna-Barbera. Ils vont faire de la sous-traitance pour les séries de Hanna-Barbera. Et ils vont également être producteurs d'une série publicitaire, un peu promotionnelle, qui s'appelle Run Odori, qui est, en fait, Odori, il faut savoir que c'est la mascotte, ça a été la mascotte des Jeux Olympiques de Séoul de 88. Et ils font également Gachi, donc The Wanderer, donc, qui est une commande pour la Korean Broadcasting System, donc la KBS, qui là est une série d'animés, et ils font donc d'autres séries coréennes, notamment Run Hani, ou d'autres séries comme ça à l'époque. Et en 89, et ça fait le lien avec l'émission précédente qu'on avait fait sur la Corée, ils font la production du film donc Yongu and Daengshin, qui a été la première occurrence de la saga Yongu, du fameux Great Chin. Voilà, donc on vous parlait la fois dernière.
Donc c'est eux qui vont lancer ça. À la même période, il faut savoir qu'ils produisent Sparkman, donc le tokusatsu à peine inspiré de Spillvan dont on vous avait parlé la fois dernière. Ouais. Avec d'où leur fameuse séquence en animation quadrillée à Transformers. Et en 91, donc, ils vont développer leur activité en fondant Daiwon Culture and Industry, qui va leur permettre d'éditer des livres, des bandes dessinées, surtout des comics et des mangas. Qui viennent de tous horizons, et ça va leur permettre aussi de se lancer dans l'importation de films étrangers. Donc en 93, l'entreprise va être honorée d'une médaille de bronze au New York Film Festival pour The Earth and the Green Planet, qui était plus ou moins à vocation écologique et qui avait été fait par la boîte. Mais en 98, c'est là où ça va réellement devenir intéressant, puisque Daiwon va produire Vectorman Warrior of the Earth, qui est ni plus ni moins qu'une des premières séries de tokusatsu coréennes, qui s'inspire quand même déjà pas mal du Super Sentai. Vectorman ? Ouais. Donc c'est une série qu'on pourrait revenir dessus. On a découvert ça lors de la production de cette émission. On n'avait pas le temps de voir la série pour vous en parler, mais on pourrait revenir dessus un jour. Et en 99... ça va être une date importante puisqu'ils vont distribuer en Corée une toute petite série japonaise qui marche pas très bien, qui s'appelle Pokémon, qui va être évidemment un carton cosmique. Et en 2001, ils vont lancer la chaîne Aniwan TV, qui va être une chaîne spécialisée dans l'animation, où là, donc, ça va leur permettre de diffuser leurs séries, les séries qu'ils ont achetées, les séries qu'ils distribuent et tout ça. Ils ont fait quelques bons deals quand même. Oui, tout à fait. Et en 2002, ils distribuent Le Voyage de Chihiro en Corée. C'est eux aussi qui s'occupent de la distribution de ce film. Et à partir de 2003, ça va être une autre étape importante aussi de Daiwon, c'est qu'ils vont acheter les droits de distribution de 2 séries phares, donc One Piece et Yu-Gi-Oh!, qui vont leur permettre aussi d'asseoir comme ça sur des licences rentables. Ils bossaient toute la Corée en fait. Toute la Corée du Sud en fait. Ils ont été tous dans les bons plans, dans les bons deals. Remarque, ce qui est logique, vu qu'ils ont distribué Pokémon. Et donc, après, ils vont créer une filiale qui s'appelle Daiwon Broadcasting, qui gère 3 grosses chaînes du câble et de la télévision coréenne, qui est spécialisée dans la diffusion de tokusatsu, dans la diffusion d'animés et tout ça. Donc, qui gère Aniwan TV, Anibox et Champ TV, qui là est une collaboration entre Daiwon et la société de production Seiji Media. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc là, ça va société de production de cinéma. Ça va leur permettre de proposer à la fois des productions locales, des choses qu'ils vont pouvoir acheter à l'étranger. Enfin voilà, ils vont vraiment augmenter au fur et à mesure des années une grosse assiette, un gros catalogue de séries et d'animations. Les sites sont goinfrés là. Et en 2004, ils font une nouvelle étape dans le rapport avec la série Yu-Gi-Oh! C'est que cette fois-ci, ils lancent le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! En Corée. Et à cette même période, ils vont faire plusieurs accords avec Bandai pour proposer des jouets et des licences... encore une fois en Corée. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'est une boîte qui a su développer comme ça énormément de choses, qui a su aller en avant à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mode et un nouvel objet à proposer. En 2007, c'est vraiment en 2007 que la boîte va finir par prendre son nom définitif, donc Daiwon Media. Ah oui. Donc, c'est tellement tentaculaire que forcément tu as besoin d'un seul monde pour tout rassembler. Hein. Juste pour vous citer des séries comme ça qu'ils ont eux-mêmes produit, même encore actuellement, hein, c'est eux qui ont produit une série Gone, qui est une série avec un petit dinosaure. D'après le manga. Voilà. Nuboli. Ils ont produit une série qui s'appelle Cubix avec un petit robot qui a même été diffusé dans TF Jeunesse chez nous. Vaguement quelque chose. C'est une série en animation. Ils ont fait également une série Power Master Maxman qui ressemble énormément à du tokusatsu. Hein. Donc juste pour finir là-dessus, le PDG c'est Wook Jun et les 3 mots importants qu'il utilise pour décrire son entreprise c'est honnêteté, passion et créativité. Et donc c'est eux qui récemment ont produit Power Rangers Dino Force Brave. Mais voilà, c'est une boîte assez importante. Au même titre que des boîtes justement comme la Toei ou même comme Saban. Ça fait partie de ces géants comme ça de l'animation
Même 4Kids, hein, pour citer une série, une boîte qui n'a rien à voir avec le tokusatsu. 4Kids aussi, qui gère Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, entre autres, a quand même eu, voilà, comme ça, une grosse assiette et un gros catalogue, mais voilà, qui ont développé au fur et à mesure. Donc voilà, on a pensé que c'était très important de vous parler de cette boîte de prod, parce que finalement, elle a produit pas mal de choses dont on vous a parlé et par on le passé, peut vous parler. Je crois qu'ils vont t'embaucher après t'avoir vu de cette discussion, parce que là, et donc voilà, fait une belle pub, hein, quand surtout même. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est eux qui diffusent les séries Sentai et Tokusatsu, hein, notamment sur leur site internet. J'ai vu passer du Kamen Rider Drive récemment, sur les petites images de présentation. Donc voilà. Du coup, on en a fini là sur la Corée pour le moment. Peut-être qu'un jour on reviendra si on voit des épisodes justement de Vector Man, mais bon. On va attendre un peu. Hein. On va peut-être attendre un peu. Donc la prochaine fois, si tout va bien, nous serons donc au Paris Manga. Dans quelques jours. Avec des interviews. On y sera. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on le rappelle, le Paris Manga invite le cast complet de Power Rangers Megaforce. Et la semaine d'après, donc, on aura cette fois en Belgique, à Namur, le Retro Made in Asia, où là, on pourra rencontrer les actrices de Bioman, donc Sumiko Tanaka, donc la deuxième force jaune, et cette charmante Michiko Makino qui joue Force Rose. Et on n'oublie pas ce chaleureux Nob qui est l'interprète de beaucoup de génériques et chansons de tokusatsu et d'anime. Donc voilà, on vous dit à bientôt. Tu nous as sélectionné une chanson pour terminer l'émission. Et oui, sur les 5 versions du générique, j'ai proposé qu'on se quitte sur la version chantée par Kyoryu Gold, donc le Dino Force doré. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Et on se dit à très vite, on espère, pour finir notre run sur l'univers de Kyojin, cette fois avec la version américaine. Si tout va bien, j'espère qu'on n'attendra pas 3 ans pour la faire. Tout à fait. Allez, en tout cas, prenez soin de vous et transmutez-vous. 두려웠던 어제의 나는 잊어